La dernière partie de cette conférence concerne, si je peux dire, peut-être quelques, comment dirais-je, quelques suggestions concernant cette relation entre la forme architecturale et l'urbanisme. Bon. Il y a indéniablement une faillite de l'urbanisme. Il y a indéniablement, je dirais, une ignorance pratiquement et peu de lien entre l'acte d'urbanisme et l'acte architectural. Tout d'abord, et bien sûr ceci va peut-être résonner dans l'actualité, tout d'abord nous avons fait un moment, il y a de cela, c'était l'année dernière, nous avons fait une représentation dans le sens des représentations, comment dirais-je, que je vous ai montré tout à l'heure, essayer de se représenter cette métropole, cette ville qui est située, en tout cas cette partie de la métropole qui est située entre Paris et l'aéroport de Roissy, ensemble que l'on nomme Plaine de France. Alors évidemment, cette représentation, on se la fait toujours de la même manière, encore maintenant. Il y a le centre historique, Paris, qui a donné lieu à des enceintes successives, puis aujourd'hui il y a le périphérique, et puis il y aura encore comme cela, si vous voulez, un peu comme une tache d'huile, semble-t-il, je dirais, des enceintes successives, et il faudrait penser les choses de cette manière, par cercles successifs. Il n'en est rien. La réalité nous montre que ces notions de limite n'existent plus. La réalité nous montre que, encore une fois, la ville-région, cet ensemble naturel et construit, est en train de s'auto-organiser sur elle-même et donne lieu à d'autres morphologies, et que ces morphologies doivent être connues pour stratégiquement, je dirais, penser, la ville à venir de cet ensemble. Et en particulier, il faut, je dirais, me semble-t-il, puisque la planification statique n'est plus performante, faire un plan d'urbanisme sur 15 ans, on sait très bien que ça ne marche pas, que ça va beaucoup plus vite que cela, que je dirais les usages changent, que les désirs besoins changent, que les architectes changent, que les élus changent, etc. Donc il faut agir, je dirais, beaucoup plus par des interventions, je dirais, plus ponctuelles, mais dont on maîtrise les effets. Et peut-être aussi, aussi bien pour la formation que pour la conservation, s'associer à un moment donné, selon un principe simple, créer des continuités là où il y a des discontinuités. Et repérer dès maintenant, et faire le choix dans le patrimoine, et faire le choix aussi dans la localisation des programmes, là où il y a urgence à créer des continuités, là où il y a des discontinuités. Et ceci concerne aussi bien les continuités urbaines, les hommes, que les continuités naturelles, la nature, le monde vivant, dans l'ensemble de la région. Donc, nous avions de ce fait repéré deux ensembles principaux entre Paris, qui est par exemple cette grande zone d'activité ici, vous voyez, qui va sur le plateau jusqu'à Roissy, qui sépare littéralement, comment dirais-je, cette partie de la ville de cette partie de la ville. C'est une échelle considérable. C'est une situation totalement morte la nuit. C'est, je dirais, des parcelles, comment dirais-je, totalement, c'est des terrains qui sont totalement clos et donc privatisés. Il y a une séparation déjà à cette échelle, vous voyez, entre ces deux parties de la ville, une très grande discontinuité. Et puis, une deuxième chose qu'on a remarqué, c'est, vous voyez, cette forme ici, sur laquelle on viendra, qui est un peu une notion de bord, si je peux dire. Vous voyez, un peu comme dans un nuage, il n'y a pas un trait autour, mais il y a une forme, je dirais, un peu, on va dire, un peu fractale, voilà, si je peux dire, où l'eau et l'élément asphérique commencent, comment dirais-je, à se pénétrer les uns dans les autres, où il y a un changement d'état, et qui est, dirais-je, un ensemble qui est très mouvant, si vous voulez, je dirais, dans ces changements, mais aussi sur lesquels il y a beaucoup d'enjeux. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est-à-dire que la Plaine de France, cette ville, nous l'avons ici, pour exemple, résumée, si vous voulez, à deux enjeux principaux. Suivante. Ici, vous voyez le bord, entre guillemets. Il s'agit ici de l'état naturel, où nous avons remarqué, vous voyez, par les points rouges ici, les quelques points rouges ici, les terrains où, si dès maintenant, comment dirais-je, on laisse faire, on peut avoir des discontinuités, je dirais, de l'état naturel et du monde vivant. Et ici, sur les plateaux d'activité qui sont ici, les terrains, voyez-vous, des activités où il est peut-être possible, au fond, de créer des continuités physiques, urbaines, si vous voulez, entre ces deux espaces de la ville. Donc,
il n'est plus l'idée de stratégie, bien sûr, qui doit concerter l'architecte, le citoyen et le politique, et je peux dire les élus, sur des actions communes stratégiques, sur des secteurs ou des endroits d'urgence par rapport, comment dirais-je, à la notion, en tout cas par rapport au projet de continuité que j'évoquais tout à l'heure. Suivante, s'il vous plaît. Le programme comme principe culturel pour les formes architecturales, mais aussi pour les formes de la ville, car c'est bien à une programmation globale qu'il faut à nouveau recourir pour repenser et réorganiser nos villes. L'état des choses, l'échelle de la ville-région, l'accélération de sa morphogénèse ne permet plus par contre de projeter efficacement les formes de la ville à venir par planification statique. La notion de stratégie urbaine, de processus à amorcer, d'effet, de propagation est certainement celle qui doit se substituer aux outils conventionnels de l'urbanisme. Une stratégie urbaine avec aujourd'hui un but prioritaire, créer des discontinuités là où il y a des discontinuités. Décider tout d'abord avant de faire un projet. Et selon quelques notions. Ici, ce fut notre projet pour la... Non, ce n'est pas 2008, hein, c'était oui, c'est le projet pour la première candidature de la ville, de la ville de Paris aux Jeux Olympiques, où nous avions proposé de regrouper les quelques programmes des Jeux Olympiques, c'est-à-dire le village olympique, la piscine olympique, la salle d'entraînement, quelques lieux de culte, un endroit très précis qui se situe ici, qui est la porte d'Aubervilliers, où effectivement il y a le canal qui se prolonge et où très facilement peut se créer des continuités physiques et symboliques entre la banlieue et Paris. Mais aussi changer de point de vue, considérer qu'il y aurait un paysage historique, celui de Paris, et il y aurait aussi un paysage, si je peux dire, de la banlieue qui entraînerait certaines factures architecturales et urbaines. Au fond, assumer la valeur de cette avenue de prestige qui se prolonge jusqu'au Stade de France, qui change même, je dirais, le point de vue sur Paris. Vous voyez bien ici que vous avez le périphérique et aussi cet anneau, si vous voulez, hydraulique, la Seine ici et ici le canal qui se prolonge jusqu'à Saint-Denis, et qui change également, cette vision, de cercles successifs de Paris. Le choix de la localisation d'un programme peut avoir plus d'effet que sa quantité. Agir de façon juste, rapide et au bon moment. Suivante, s'il vous plaît. Vous voyez, ici, c'est une image sur laquelle on reviendra, qui se situe dans ces secteurs où l'on voit d'un côté la cathédrale Saint-Denis et de l'autre côté, en se retournant, on voit la place des Fêtes. L'homme ici n'a plus de relation avec l'histoire. L'homme ici n'a plus de relation avec la nature. Nous reviendrons sur cette notion. Suivante. Alors, nous avions en particulier, vous voyez, ici c'était les quatre ensembles que nous avons situés de part et d'autre de la porte d'Aubervilliers. Nous avons même, à l'époque, envisagé, vous voyez, ce type de bâtiment. Nous avions proposé que les 5 cultes soient rassemblés en captant un peu l'eau, si vous voulez, météorite qui vient du ciel, puisque dans les 3 monothéismes, la religion juive, musulmane et chrétienne, ainsi que dans les 2 autres, polythéisme, le bouddhisme et l'hindouisme, il y a en commun, en tout cas, toujours un rituel, je dirais, d'ablution avec l'eau, et que nous avions pensé, si vous voulez, les rassembler dans un seul endroit et peut-être montrer cette source commune et en tout cas d'assumer, je dirais, le fait qu'elles se côtoient et d'exprimer bien sûr la différence, en particulier par le traitement, je dirais, de ces lieux d'ablution propres aux liturgies, aux rituels de chaque religion. Suivante, s'il vous plaît. Ici, c'est le projet que nous avons fait pour le noyau nord pour la 2e candidature de la ville olympique. La mesure d'un programme doit être proportionnelle à la propagation escomptée. L'espace public et l'énergie est la condition démocratique de la ville. Il faut le rappeler. Ici, au cœur, je dirais, de la plaine Saint-Denis, dans le lieu qui se nomme la plaine de la Plaine, nous avions fait un projet, si je peux dire, en 2 temps, la création, vous voyez, d'un espace public, mais on va dire d'une certaine ampleur, je veux dire, aussi prestigieux que ceux qu'il y a dans Paris. Pourquoi pas? Pourquoi en serait-il d'ailleurs pourquoi nous aurions une attitude différente? Pourquoi faudrait-il avoir des positions romantiques, je dirais, sur le paysage végétal de cet endroit? Pourquoi, je dirais, on ne peut pas rassembler, si je peux dire, autour d'un espace public qui s'affirme symboliquement, ici les salles de sport qui étaient prévues pour les Jeux Olympiques et qui, bien sûr, devaient être transformées en équipements culturels, si je peux dire, dans le cœur de la plaine de France. Cet ensemble était articulé par, je dirais, un système
était lié, si vous voulez, par le système des réseaux existants, c'est-à-dire par les projets en cours, parce que nous devrons toujours intervenir aujourd'hui par rapport à des projets qui sont en cours, et en particulier du tissu urbain qu'avait conçu Yves Lion précédemment. Suivante, s'il vous plaît. L'orientation d'un programme doit choisir la ressource urbaine à proximité qui a le potentiel de développement le plus étendu. Ici, c'est notre projet pour les archives nationales. Nous avons perdu les archives nationales. Il y avait un choix fondamental sur les archives nationales. Soit tourner les archives nationales vers l'université, soit tourner les archives nationales vers les Tatres, c'est-à-dire ce grand terrain qui est ici, qui, à notre avis, a un plus fort potentiel que l'université dans le développement physique, urbain et symbolique, je dirais, de la ville. C'est ici, sur cet ensemble, que Saint-Denis, Perfit, Estaing, si vous voulez, s'assemblent. Il nous semble que l'avenir de développement de l'urbanité, à l'échelle, si vous voulez, de ces communes, se situe sur les Tatres. Et nous avons fait ce choix-là. C'est un choix qui, pour nous, reste fondamental à tout point de vue. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. La mise en forme architecturale d'un programme doit être le résultat de liens entre la forme de sa valeur d'usage et les formes de vie qui l'environnent. Le plan masse est ce qui relie l'urbanisme et l'architecture. C'est un rappel, évidemment, et peut-être qu'on peut le penser de façon différente par rapport au point de vue que j'ai évoqué. Ici, c'est un projet pour l'hôpital de Cochin, vous voyez, qui est près du cloître de Port-Royal, donc sur l'avenue de l'Observatoire. C'est un concours qu'on a gagné, c'est un projet qu'on est en train, comment dirais-je, de projeter et donc qui va bientôt se réaliser. C'est bien sûr un terrain où il y a des conditions, alors là pour le coup patrimoniales, extrêmement présentes. Il y a le cloître de Port-Royal, je vous rappelle que c'est un cloître très important, c'est là où les sœurs jansénistes, comment dirais-je, ont exercé. C'est peut-être un des premiers endroits où on exerçait la maternité, je dirais, dans Paris. Il y a bien sûr l'avenue de l'Observatoire qui prolonge, vous voyez, quand même des grandes figures d'espace parisiens. Il y a le boulevard de Port-Royal. Enfin bref, de tous côtés, il y a en tout cas des valeurs construites au espace public que communément on inscrit, si je peux dire, dans le patrimoine. Et nous avons essayé simplement de façon symétrique, de faire rencontrer ces deux forces, c'est-à-dire la force suivante, la force centrifuge, c'est-à-dire la valeur d'usage telle qu'elle doit exister, c'est-à-dire cette forme de vie telle qu'elle doit exister, en particulier en partant de ce schéma ex nihilo, c'est-à-dire hors du site, où il nous semblait qu'une maternité devait supprimer l'idée de cours introvertis, d'avoir plus d'ouverture sur l'extérieur, d'avoir une plus grande communicabilité, je dirais, pour les unités de soins, un plus grand développement pour les unités de soins, qu'également un hôpital, c'est aussi 3 temps différés qui se situent. Il y a la structure, vous voyez, pour très longtemps. Ensuite, un deuxième temps de changement qui sont les fluides, et puis un troisième temps de changement qui sont les cloisonnements, je dirais, dans les bâtiments. Ce qui nous a conduit, bon, je fais vite, je dirais, à cette conception. Nous l'avons ensuite quantifiée par rapport au programme, et ensuite, nous l'avons tout simplement soumise, vous voyez, si je peux dire, aux pressions du site, mais de façon symétrique. La force d'usage est une force centrifuge, les formes vivantes autour, qu'elles soient patrimoniales ou non, c'est une force centripète. Et l'équilibre, si vous voulez, entre ces deux forces, nous a donné, si je peux dire, la forme suivante. Voilà. Qui est la structure, si je peux dire, du plan, et qui est donc unique, et qui est donc singulière, et qui, d'une certaine manière, encore une fois, se résume à cette conception qu'on doit revisiter, à mon avis, que l'acte architectural, c'est d'avant tout un programme et un sol. On construit à partir d'un programme et sur un sol. Et que le rapport, si je peux dire la tension entre ces deux données, le programme, la valeur d'usage, et le sol, c'est-à-dire le milieu dans lequel s'inscrit le bâtiment, sont certainement, en tout cas dans le plan masse, des enjeux comment dirais-je, qui sont vitaux, c'est-à-dire qui doivent donner lieu à une forme de vie, si je peux dire, d'ensemble. Suivante. Enfin, le dernier projet, c'est un projet, bon, ce n'est pas celui-ci, mais il y a une époque, quand nous avons fait le parc Citroën Cévennes, il y avait une notion qu'on avait beaucoup expérimentée sur les jardins Cérilève, qui sont en particulier ici, puisqu'il y avait des ensembles qui étaient partis. Vous voyez, quand on a fait le parc, cet ensemble-là, le projet était en cours, il y avait d'autres projets en cours, mais ici, on peut dire que rien n'avait été encore joué, si je peux dire, en termes de programme. Et on essayait que la nature et la ville, si vous voulez,
il n'y a pas la nature d'un côté et la ville de l'autre. C'est que la nature et la ville, si vous voulez, se pénètrent l'un contre l'autre, qu'il y ait plus de fusion, si vous voulez. Aussi bien dans la figure, je dirais, urbaine de l'ensemble, je dirais que même physiquement, c'est-à-dire que les gens puissent toucher les plantes, etc., qu'il n'y ait pas de distance d'une certaine manière. Et un concours, d'ailleurs, avait été lancé d'habitation contre le côté, qui était gagné par Roland Simonet, où la prolongation, si vous voulez, de l'état végétal ici se prolonge visuellement à l'intérieur des bâtiments et réciproquement, si je peux dire, l'architecture, de certaine manière, altimétriquement, vous voyez, comment dirais-je, change au fur et à mesure que l'on pénètre dans le parc. Ces notions de continuité urbaine et de continuité naturelle, si vous voulez, nous intéressent toujours autant et nous l'avons expérimenté sur un autre projet en fonction du programme qui est posé, qui est un projet que nous avons fait sur Seine-Rive-Gauche, sur le programme d'urbanisme qui a été lancé pour relier le 13e arrondissement et, je dirais, tous les secteurs, je dirais, qui est situé autour de la très grande bibliothèque nationale de France. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ici, nous avons là aussi eu des positions très simples au départ, c'est-à-dire créer le maximum de continuité, voyez, piétonne, urbaine, si vous voulez, par rapport à deux secteurs de Paris qui s'ignorent architecturalement. Formellement, socialement, il y a une très grande discontinuité qui est ici. Donc, créer un maximum ici je dirais, de liens, de cette manière. Et puis, deuxièmement, le sol à cet endroit-là, c'est un sol où il n'y a pas de nature, de cette manière. Et il n'y a pas à reculer sur le fait de créer des artefacts de nature. Je veux dire, les canaux, c'est des artefacts de nature. Je veux dire, les bulles Chaumont, c'est aussi un artefact de nature. Et il y a un élément qui nous a beaucoup intéressé, qui est bien sûr l'élément atmosphérique, qui est, je dirais, le soleil, tout simplement. Et nous avons, par la modélisation, tenté que la morphologie, si vous voulez, des bâtiments, et surtout l'espace public qui est entre les deux, répondent à un but simple, qui fait que l'espace public qui est entre les bâtiments soit toujours dans le soleil, quel que soit le jour de l'année. Voilà. On n'aurait pas fait ça à Rome, on n'aurait pas fait ça à Marseille, mais à Paris, finalement, dans l'espace public, avoir du soleil du matin jusqu'au soir, toute l'année, c'est peut-être un but simple, mais qui mérite une attention. Ça veut dire que la morphologie architecturale, d'une certaine manière, ne peut pas être parallélépipédique, d'une certaine manière. Et donc, par modélisation, nous avons, si vous voulez, engagé ce processus qui est un, comment dirais-je, donc vous voyez, là, par exemple, c'est juste pour terminer, parce que je voudrais parler aussi un peu des outils que les outils de la modélisation ne sont pas contradictoires, en tout cas, avec des... Donc voilà, ça c'est le solstice d'été, solstice d'hiver, vous voyez, c'est notre dernier projet. En partant, là, en partant, je dirais, en tout cas, d'un volume construit simple. Il désigne ces zones d'ombre. Et ensuite, la morphologie générale du bâtiment, si on sépare l'ombre de la lumière, d'une certaine manière, dessine l'espace public qui est entre les deux. Et la morphologie de la ville, d'une certaine manière, peut être dessinée par le soleil quand on se donne ce but. Le soleil est présent physiquement, on le ressent, du matin jusqu'au soir, on est sous le soleil, mais aussi, architecturalement, on sent cette relation à la nature par la morphologie même et l'explication même de la forme des bâtiments. Le deuxième point qui nous a beaucoup intéressé, c'est que il nous semblait que quand on fait un projet d'urbanisme, il est statique, c'est-à-dire que très souvent, il y a une reprogrammation. La preuve en est. Il y a le très grand tribunal qui se fait, je dirais, sur ce secteur. À ce moment-là, le projet d'urbanisme est complètement... n'a plus de sens. Il faut repartir à zéro. Mais ça illustre, je dirais, la réalité de la vie actuellement qui change très très vite, si vous voulez, dans ses morphogénèses. Alors il nous semble qu'on peut avoir des processus qui permettent d'absorber les changements programmatiques avec un plan qui n'est pas stable, donc, mais avec une loi dynamique stable. Ici, ce principe permet d'avoir une loi dynamique stable, c'est-à-dire que dès que l'on change un volume, immédiatement par modélisation, elle nous redonne, je dirais, la forme des bâtiments qui suivent dans le temps. Aujourd'hui, l'homme coupé ou exclu d'une relation à l'histoire, l'homme coupé ou exclu d'une relation à la nature ne reconnaît plus dans la ville les éléments fondamentaux du sol et du milieu dans lequel il vit et dans lequel il peut se situer. On comprend que si la puissance publique... Alors, ce texte-là, nous l'avons écrit il y a 2 ans avec mon ami Jean-Pierre qui est là, dans un livre qui s'appelle « Les formes cachées », il y a quelques extraits, et j'ai voulu le relire aujourd'hui.
Donc je recommence. Aujourd'hui, l'homme coupé ou exclu d'une relation à l'histoire, l'homme coupé ou exclu d'une relation à la nature, ne reconnaît plus dans la vie les éléments fondamentaux du sol et du milieu dans lequel il vit et dans lequel il peut se situer. On comprend que si la puissance publique ne maîtrise plus les valeurs physiques et symboliques des sols et des programmes, toutes les urbanités actuelles seraient solubles dans des situations imprévisibles. L'alternative est simple, où la ville se segmente de plus en plus, agglutinée dans l'addition de formes dites patrimoniales et de formes dites contemporaines, où les relations entre formation et conservation sont repensées au regard des valeurs symboliques, de l'expression sociale, de l'avenir de la ville, et le programme doit en être la représentation. Jusqu'à présent, la culture privilégiait l'architecture et ses formes. Aujourd'hui, la diversité des productions et la confusion qui en découle montrent que la dimension culturelle, avant d'être la chose construite, est dans le programme qui la définit. Une histoire de l'architecture et de la ville, comme histoire des programmes, reste à faire. La stabilité, la réinterprétation ou l'invention des programmes sont des facteurs déterminants de la morphogénèse urbaine. Je vous remercie. Est-ce que ces réflexions qui posent vraiment les grandes questions concernant l'architecture, l'urbanisme, la ville, la continuité, le programme, la symbolique, la monumentalité, font écho chez vous et vous suggèrent de faire naître le débat et de le faire rebondir? Merci de vous présenter quand vous parlez, s'il vous plaît. Oui, Adam Yedid, architecte. Oui, on est évidemment très intéressé par votre propos votre dernière phrase était intéressante, programme et sol. Je crois que ça résume beaucoup de choses. Effectivement, la caractéristique de l'architecture est de répondre à des fonctions, et au sens très large du terme d'ailleurs, mais s'inscrire à un moment donné dans un site donné. En même temps, j'étais frappé par le décalage entre votre propos et une tendance de plus en plus forte aujourd'hui d'une architecture qui, à l'inverse, décrète des objets autonomes, de plus en plus déterminés par leur plasticité à un moment donné, donc dans des phénomènes de temps qui sont plus liés à des modes qu'on peut dire presque éphémères à l'échelle de ce que devrait être l'architecture. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette situation quand même dans laquelle nous nous trouvons et qui nous environne complètement, on peut dire d'une architecture spectacle de plus en plus soumise aux dominantes de la société et de la communication et du spectacle? Je crois que j'en ai un peu parlé en introduction. Je pensais que ce n'est pas une question qui touche seulement, je dirais, l'architecture. Elle touche aussi, je dirais, l'institution. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une notion à laquelle je tiens beaucoup. Je pense que contrairement à ce qui se dit, il n'y a pas d'opposition entre la notion de patrimoine et la notion d'architecture contemporaine. Je pense que telles qu'elles sont conçues actuellement et telles qu'elles sont formées, je dirais aussi, par l'institution. Je pense que ces deux notions, c'est la même pièce de monnaie. D'un côté face, vous avez le patrimoine, du côté pile, vous avez l'architecture contemporaine. C'est la même chose puisque toutes les deux, d'une certaine manière, voient la ville, au fond, pour construire l'histoire de l'architecture de la ville. La ville, ce sera un espace sur lequel, comment dirais-je, voilà, on isole une cathédrale, c'est un signe historique qui rentre dans le patrimoine. On isole une région, vous voyez, voilà, on isole un quartier, voilà, il ne bouge plus. Et de la même manière, je répète, d'une certaine manière, peut-être que les relations avec l'art actuellement doivent être aussi, dirais-je, repensées. Une partie d'ailleurs de l'art qui repense cette question. Toute nouvelle production vise à entrer, si je peux dire, dans le patrimoine, d'une certaine manière. C'est-à-dire vise à rentrer dans l'histoire de l'architecture.
Donc cette conception de la ville musée, d'une certaine manière, qui a eu son époque, en tout cas, est une conception finalement morte. Et à cela, j'ajoute que, si vous voulez, la notion de liberté créatrice, c'est une conquête qui a eu lieu. La liberté de création, c'est la création de l'individu par l'art et par l'architecture. Cette notion, si je peux dire, héritée de l'universalisme, elle a eu lieu. Et j'ai tendance à dire que peut-être il y a d'autres enjeux maintenant. Il ne s'agit pas de la contester, il ne s'agit pas d'avoir des positions régressives, mais elle a eu lieu. Il ne s'agit pas de l'académiser. L'actualité encore nous rappelle aujourd'hui qu'il y a d'autres enjeux. Et que peut-être c'est ces conquêtes-là qu'il faut engager. Et je pense que dans ce cas-là, cette opposition statique entre le patrimoine je conserve et d'un autre côté je crée, qui sont encore une fois liés par un projet artistique commun, ne sont plus performants. Si l'on pense que toute interrogation sur la ville est celle que la ville soit un bien commun, et comment dirais-je, l'actualité, d'une certaine manière, d'ailleurs, l'actualité étrangère nous renvoie, si vous voulez, le problème. D'un côté, il y a le Paris, vous voyez, si je peux dire, monumental, vous voyez, que les touristes aiment, que le cinéma américain filme, l'histoire. Et puis d'un autre côté, je dirais, il y a l'actualité que l'on connaît. Le problème, il est là. Il est entre ces deux aspects. C'est, je pense, les chantiers qui doivent comment dirais-je, s'engager. Il y a aussi, je dirais, d'un côté l'universalisme, le siècle des Lumières, cet héritage que j'ai cité. De l'autre côté, il y a, il faut le voir, il y a, je dirais, toutes les différences sociales, ethniques, religieuses, qui segmentent la ville, qui apparaissent. Le problème, il est là aussi, entre ces deux termes. Donc, pour répondre à votre question, cette conquête de la liberté, si vous voulez, dans l'expression, a eu lieu. On ne va pas revenir dessus, elle doit exister, l'architecte doit avoir une liberté d'expression, ainsi que l'artiste. Mais peut-être que la scène muséale n'est plus la bonne scène. Il y a une exposition qui est à Nancy, qui est organisée par Xavier Douroux, qui s'appelle Pour de vrai. On voit que des artistes essayent de retrouver une commande directe de la part du citoyen, qui essayent de sortir, si vous voulez, de la scène muséale, qui essayent de retrouver des liens avec la vie. Ce n'est pas, encore une fois, mon propos n'est pas polémique. Il y a un changement d'état, il y a un état des choses, il y a une réalité, il faut partir de cette réalité. Il ne s'agit pas de revenir, si vous voulez, dans les notions de mythifier des états de grâce anciens, qu'ils soient le XVIIIe siècle ou même les années 70, ni de rentrer, je dirais, dans des notions utopiques. Il faut partir de la réalité. Et comme je l'ai dit en introduction, je dirais, la mission de l'architecture, c'est de redéfinir à chaque fois ses vrais enjeux. Et, je dirais, de penser les formes urbaines et les formes de la ville dans ce sens. Peut-être, ce n'est pas une doctrine, ça va peut-être se faire comme ça par différentes expressions. Je n'ai rien contre le contemporain, c'est pas cela, vous comprenez, ni contre le patrimoine. Mais c'est vrai que vous observez la ville telle qu'elle se fait, ça devient très très agglutiné. Hein, je veux dire, pour parler très concrètement, bon, on parle beaucoup de la cité de l'architecture où il y aurait des proportions accordées à l'architecture contemporaine et aux périodes historiques. Comment est-ce qu'on va faire? Par des périodes? Il y aura pour telle période tant de mètres carrés, pour une période tant de mètres carrés, pour une période tant de mètres carrés? Est-ce que le problème il est là? Ce n'est pas une question, je dirais, de période et de mètres carrés, c'est une autre relation qui doit être... alors allons jusqu'au bout, il y aurait quoi? La cité de l'architecture avec un pavillon au centre, aile gauche le patrimoine, ou l'aile gauche, et puis l'autre aile l'art contemporain, et puis au milieu une salle de conférence. Ce n'est pas possible, au regard de l'état des choses. L'histoire est un matériau vivant,
plus on l'enfouit, plus ça ressort de façon monstrueuse. Et je dirais, l'architecture contemporaine, c'est une forme de vie qui doit aussi s'exprimer. Elle est aussi vivante. Tous les deux sont vivants, d'une certaine manière. Moi, j'ai envie de vous poser une question sur le dialogue avec les maîtres d'ouvrage, sur ce type de propos, sur ces types de réflexions. Quelle écoute et quels échanges trouvez-vous, arrivez-vous à trouver avec les maîtres d'ouvrage? Alors ça, c'est clair. Comme je l'ai montré, j'ai eu des maîtres d'ouvrage privés très engagés. C'est-à-dire que quand j'ai fait le siège de l'UEFA, j'avais devant moi, dans chaque réunion, Aigner, secrétaire général de l'UEFA, et son président. Je les voyais en réunion, nous prenions les décisions ensemble. Je n'avais pas un troisième siècle, un quatrième siècle, un cinquième siècle et un cinquième siècle. J'avais vraiment le patron, le décideur qui était en face de moi, qui s'investissait à tout point de vue dans les valeurs d'usage que je viens d'indiquer, dans la symbolique du bâtiment, etc., à tout point de vue. Je le suivais même, vous voyez, un peu dans, comment dirais-je, dans toutes les Coupes d'Europe, on faisait, comme j'ai dit à des amis achetés qui sont là, je dirais, comment dirais-je, dans les réunions. Quand on a fait la manufacture Hermès avec Jacques Manzouki, c'est pareil, nous avons nos réunions avec Jean-Louis Dumas, le président, si vous voulez, voilà. Quand j'ai fait le Palace, et c'était Fabrice Samès en direct, dans la maîtrise d'ouvrage public, ce n'est plus le cas. Dans le maîtrise public, on demande aux architectes de gérer des problèmes complexes et on complexifie leurs conditions. C'est-à-dire qu'en dehors de certaines exceptions, malgré tout, l'hôtel de Rennes, le parc, où vraiment on avait le décideur en face de moi, on a 40 personnes qui contrôlent et qui conseillent, le décideur on ne le voit pas, et je ne vois pas comment dirais-je, la maîtrise d'ouvrage peut s'engager, si vous voulez, dans un projet. C'est complètement dissous. Avant, il y avait 15 personnes, 3 personnes qui produisaient, 40 personnes qui produisaient et 3 personnes qui contrôlaient. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui produisent et 40 personnes qui contrôlent et qui conseillent. Moi, je crois qu'il faut absolument rétablir l'engagement de la maîtrise d'ouvrage public en tant que personne, encore une fois, sur les valeurs, comment dirais-je, du programme. Comment dire, j'ai beaucoup insisté sur ces valeurs symboliques, par exemple. Par exemple, les maîtres d'ouvrage, j'ai des maîtres d'ouvrage privés qui, bon, en dehors de certains édifices publics que j'ai montrés, des maîtres où j'ai le maire en face de moi, si vous voulez, qui décide, très souvent, c'est une constellation. On n'a jamais accès avec lui. On ne peut pas faire l'architecture comme ça, dans les grandes décisions. C'est bien la multiplicité des décisions, si vous voulez, qui crée aussi, qui paralyse aussi de certaine manière la conception de la ville. On peut l'élargir, si vous voulez, au niveau de la ville. Et encore une fois, pour les maîtres d'ouvrage privés, il n'y a pas de problème à symboliser leur bâtiment. Pourquoi un maître d'ouvrage public ne veut plus le faire? Moi, j'ai compris cette force symbolique, c'est une anecdote, mais j'étais invité à une Coupe d'Europe au Stade de France. Il y avait 3/4 de l'UEFA. On partait de l'hôtel, voilà, on était tous, bien sûr, costume, cravate, etc., UEFA. Il y a 2 quarts qui arrivent tout de suite au salon VIP, et le quart dans lequel j'étais, il s'est retrouvé à 500 mètres, ou à 500 mètres du stade. Il n'y avait plus de motard, il s'était garé. Donc il a fallu descendre du quart et traverser les supporters, si vous voulez, autour du Stade de France. C'est-à-dire toute la jeunesse, si vous voulez de Saint-Denis qui fait l'actualité. Vous voyez, vous devinez, costume, cravate, stage UEFA, traverser la foule. Et la foule s'est ouverte, parce qu'avec nous, il y avait Beckenbauer, qui était un grand joueur allemand, le Kaiser, on dit. Et j'ai compris, si vous voulez, que c'était un repère, et que le sport, d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est une valeur partagée, si vous voulez, très importante. Donc je veux dire, les symboles existent encore, les repères existent encore, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Mais je pense qu'il y a un vrai problème sur le fait que la maîtrise d'ouvrage ne s'engage plus dans les valeurs d'un programme et en direct. Voilà. Je pense que ça doit être, c'est une chose qui doit être rétablie au plus tôt. Un programme, ce n'est pas des mètres carrés et une fonction.
il y a, si vous voulez, il y a dans l'acte de décider au départ, de localiser un programme et de le concevoir, il y a quelque chose qui n'interpelle pas seulement l'architecte, mais qui interpelle, je dirais, les institutions, l'administration publique et peut-être même le citoyen. De manière générale, je pense que la montée associative actuellement doit intervenir en amont, dans le programme, pas à la fin, pour contrôler ou corriger. C'est pour ça que, si vous voulez, dans ces 4 grandes étapes de l'acte architectural, on décide, on programme, on projette, ensuite on réalise, et ensuite, je dirais, on réceptionne. Même dans la réception, d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses à dire sur la réception. La réception, c'est bien sûr un bâtiment, je dirais, dans un milieu. Mais je pense même, si vous voulez, que pour les ouvrages d'histoire de l'architecture, comme pour les critiques architecturales, il serait bon, si vous voulez, de bien réceptionner, c'est-à-dire qu'il y ait, comment dire, c'est très important la manière dont on parle de l'architecture. Je veux dire, par moi, ça me semble régressif, vous voyez, on entend dire ça me plaît pas. Ça me rappelle un peu l'école des Beaux-Arts, vous voyez. Je vais vous le dire de façon un peu grossière, mais c'était le cas dans l'école des Beaux-Arts. Il n'y avait que 2 termes dans l'école des Beaux-Arts, c'était soit c'est baisant, soit c'est de la merde. Aujourd'hui, c'est ennuyeux ou c'est vraiment, ça me fait kiffer. Bon, il y a quand même, l'architecture, c'est une chose sérieuse, on peut en parler de façon plus profonde. Ça me rappelle un peu l'école, quoi. Une école que j'ai fui, je dois dire, pour ces raisons-là. Merci. On a bien compris que la recherche, c'est la redéfinition des vrais enjeux. Et je crois que c'est très important. Maintenant où vraiment on sent que l'architecture est en train de partir comme un art, comme une individualisation, une expression vraiment artistique. Et de l'autre côté, une partie commerciale. Donc, des outils que Berger nous livre ici sont très intéressants. Il faut encore qu'on les entende, parce que j'ai du mal à entendre avec les micros si loin, mais les outils qu'on écoute ou on regarde le parcours solaire, et qu'on travaille l'architecture à partir de l'astro extraordinaire, c'est un magnifique projet. Mais l'autre qui m'inspire beaucoup et qui m'inquiète un peu, et je ne comprends pas, c'est comment on quantifiait la ville. Quand on était autour du projet de Lausanne, il y a des diagrammes où il y a une quantification de quoi? De surface, de qualité architecturale, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces diagrammes, qui sont d'ailleurs superbes à voir, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, d'abord ce travail sur ce que j'ai montré sur Lausanne, c'est un travail que j'ai fait avec des étudiants et qui est parti, si vous voulez, à l'origine de 2 préoccupations. La première, c'est de s'engager, si je peux dire, dans l'aspect dynamique des villes, c'est-à-dire que la ville n'est pas statique, qu'elle est continuellement dans une morphogénèse et d'essayer, au fond, de se représenter, en tout cas, la ville comme cela, déjà de se la représenter comme cela, et peut-être aussi de la penser comme cela. Ça, c'était je dirais, comment dirais-je, le premier point. Parce qu'on parle beaucoup actuellement de dynamique des villes, mais au fond, toutes les représentations qu'on donne sont effectivement, je dirais, statiques. C'est-à-dire, au fond, pour résumer simplement, c'est qu'il me semble que tout programme, soit qui se forme, soit qui est conservé, c'est une perturbation. Il faut le penser comme ça. Perturbation dans le sens pas positif ou négatif. C'est que ça a un effet. Et ça a un effet pas forcément immédiat. Ça peut avoir un effet dans le temps, à court terme, etc. Et c'est ces notions d'effet dans le temps qui, à mon avis, expliquent d'une certaine manière les morphologies de la ville, comment dirais-je, contemporaine, parce qu'on n'est plus dans une position où on faisait un plan, une planification, puis on passait ensuite au stade suivant. Il y a donc des effets un peu différés. Cet aspect-là m'intéresse beaucoup, et bien sûr, comment dirais-je, de penser l'architecture avec ces aspects non visibles, c'est-à-dire quel effet il peut avoir, ou en tout cas il peut orienter, sans rentrer dans la prédiction, mais savoir qu'il a un effet par sa forme, par sa localisation, par sa perception, par son plan masse, par les liens qu'il peut avoir autour, enfin, tout ce que j'ai un peu expliqué. Il y a des effets à court terme ou comment dirais-je, ou à long terme. Et puis la deuxième chose qui m'a intéressé, c'est que j'étais, par exemple, on parle beaucoup du réel actuellement, et on voit des représentations de la ville
réel, mais au fond, c'est très romantique. Hein. Ça s'attache à la brutalité de certains secteurs, des jungles urbaines, etc. Mais c'est toujours une photo vue à 1,70 m. Or, c'est-à-dire optique vue à 1,70 m. On est toujours dans le tableau romantique d'une certaine manière, même si les formes ont changé, même si les matériaux ont changé, etc. Et donc, ayant observé, je dirais, cette morphogénèse urbaine, ayant observé également, comment dirais-je, que l'empreinte même originelle des villes était très liée à leur sol physique, ayant observé évidemment qu'aujourd'hui le sol physique, si vous voulez, l'élément naturel, c'est un élément vivant et qu'on ne peut plus penser d'un côté la nature et d'un côté la construction, ayant observé également que les deux maintenant sont terriblement entrelacés dans des formes extrêmement complexes à l'échelle des villes-régions, j'ai essayé d'engager des représentations physiques, c'est-à-dire matérielles de la ville, le sous-sol, le sol, les édifices construits, et voire même, je dirais, pourquoi pas, certaines formes d'éléments atmosphériques. Par exemple, là, sur Plaine de France, nous avons montré une espèce de nouvelle géographie qui est en train de se faire, qui est les nuisances acoustiques de Roissy, où c'est vraiment une montagne qui apparaît inhabitable, qui n'est pas visible, mais c'est une nouvelle géographie qui apparaît. Et ensuite, le dernier point, c'est de ne pas entrer dans des points de vue idéologiques, c'est de se dire la réalité, c'est ça, et on part de cela, on essaie de faire des projets avec cela, simplement. Pas de retour en arrière. Alors, l'illustration que vous avez, et ensuite j'aboutis à une conclusion que quand on regarde cet ensemble, eh bien, contrairement à ce qui apparaît, c'est que on dit l'urbanisme c'est plus possible, les villes on n'y comprend plus rien, alors tout ce qu'on fait c'est qu'on esthétise le chaos, bon, on fait de l'architecture un peu qui esthétise le chaos finalement pour le pacifier. Mais c'est justement parce que les problèmes à grande échelle sont très difficiles qu'il faut s'y attarder maintenant. Et là, il nous semblait, dans les esquisses, il y a d'autres travaux, c'est des extraits, qu'on repère que les villes ont des formes précises. Et que dans l'avenir, ces formes-là, physiques, il va falloir composer avec elles. On ne peut pas les ignorer. Donc elles sont singulières. Si elles sont singulières, ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà que si la forme est révélée, on peut repenser peut-être une programmation globale. Et l'actualité nous le rappelle que c'est une nécessité. Il va falloir y retourner. On ne peut plus continuer à penser au hasard des opportunités foncières. Et comment dirais-je et deuxièmement, qu'on peut avoir une représentation, si vous voulez, de ces ensembles de villes, de villes-régions, qui parlent à tout le monde, parce que vous voyez, qui parlent à un architecte, qui parlent à un ingénieur des ponts et chaussées, qui parlent à un politique, parce qu'au fond, la géométrie, c'est le langage commun, à tout le monde. Et puis, le dernier propos, c'est que on a montré, si vous voulez, on a fait apparaître parce que je répète bien, on a une conception de l'histoire en ce moment très précise. C'est pas compliqué. La ville n'aurait jamais été en crise. C'était toujours bien avant. Premier point. Ensuite, il y aurait eu une grande rupture. Vous voyez, avec, je ne sais pas où, l'histoire, ça commence à tel endroit, et puis l'architecture contemporaine, ça va à tel endroit, enfin, pas très bien. Enfin, il y aurait une grande rupture. Et c'est absolument inexact. À y regarder de près, on s'aperçoit que les villes ont rencontré des crises des situations critiques très importantes qui ont amené soit de façon autoritaire, soit, ce n'est pas les mauvais exemples, ou soit par la force des choses, à une réorganisation de l'ensemble. C'est-à-dire que l'histoire de la ville, c'est sans arrêt c'est un phénomène vivant comme un autre. Dans tous les phénomènes vivants, vous avez à un moment donné des seuils critiques. Et que, à partir de là, il y a deux voies. Soit on considère qu'on est au niveau de ce seuil critique, et les grands programmes, c'est-à-dire l'imagination, si vous voulez, d'un programme qui réorganise d'une certaine manière, oui, ce n'est pas recadriller, mais qui réorganise, si vous voulez, l'étendue de la ville est possible, soit on considère que ce n'est pas encore le cas, mais dans ce cas-là, nous avons quand même l'obligation de commencer à penser les outils qui nous permettront de le penser. C'est pour ça que la modélisation me semble intéressante. C'est un moyen, c'est un outil qui me semble plus adapté que d'autres outils de l'urbanisme. Et puis dans ce cas-là, on veut dire qu'on a une période de stase, mais il faut savoir dans ce cas-là quand même que tout ce que l'on fait a un effet. C'est cette vision de la ville comme culture matérielle qui moi je pense que je veux dire sincèrement, je pense qu'on est à un moment, la faillite des villes montre déjà que les outils d'urbanisme que nous avons sont inadaptés. Ils sont inadaptés dans la manière de les programmer et décider, ils sont dans la manière, si vous voulez, de se représenter les villes, ils sont inadaptés, je dirais, dans la manière de penser les projets, et je dirais, ils sont peut-être même inadaptés, je dirais, dans les conceptions techniques. Je ne parle pas de catastrophisme, je rappelle simplement
de l'importance, j'ai voulu dans cette lecture, de l'importance aujourd'hui culturelle comment dirais-je, de la question de la représentation des villes, des programmes, voilà, la question du temps aussi, enfin, comment dirais-je, des notions comme ça. Et encore une fois, cette lecture a été faite pour, je dirais, pour les étudiants, et j'ai simplement voulu, lors de cette lecture, les inviter à cette réflexion. C'est une alternative que je propose, c'est ouvert. Mais je pense qu'on doit changer de point de vue. Et que c'est les générations qui vont suivre qui vont la développer. Benjamin Mouton. Justement, c'était un petit peu là-dessus que je voulais t'interroger sur deux objectifs. L'objectif du maître d'ouvrage, celui dont on a parlé tout à l'heure, où on voyait que ou des décideurs, les élus qui envisagent sur leur ville des projets, mais où tu disais qu'on n'arrive jamais à faire aboutir les projets. Tu avais dit aussi à un moment donné agir de façon juste, rapide et au bon moment. Et là, ça interpelle ça veut dire que concrètement, que par exemple, prenons un exemple, ce projet pour la première candidature de la ville olympique, je dois dire que tous les élus que j'ai rencontrés, qui sont concernés par ces terrains, étaient tous favorables, quelle que soit leur coloration. J'ai même été, je dois dire, surpris dans d'autres réunions, comme Plaine de France, de voir des élus de différentes tendances, on va dire, se réunir et sentir, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il doit y avoir une coordination, une pensée en commun, si vous voulez, pour résoudre la ville. Donc je dirais que mon propos n'a rien de polémique, si vous voulez, contre il y a des élus qui se rassemblent, qui se concertent, bon, là, et encore une fois, au-delà, je dirais, de leur clivage, et qui sentent bien que la ville doit aujourd'hui relever d'une décision commune. Mais n'empêche que ce n'est pas une chose facile encore. C'est-à-dire que puisque la ville va très vite, et puisqu'il faut décider très vite, et puisqu'il faut agir au moment, parce qu'après, vous voyez, même ces terrains-là, ça y est, il y a d'autres projets qui sont partis. Je ne sais même plus si c'est encore possible, vous voyez, de faire cette continuité, cette percée, si je peux dire, entre Paris et la banlieue. Eh bien, sur le plan, si vous voulez, de la programmation, il doit y avoir des dispositions qui doivent être prises en amont, peut-être d'aide à la décision aussi, je dirais, où, au fond, ce qu'on appelle dans l'intercommunalité, des élus puissent, dans un endroit, comment dirais-je, décider, par exemple, de la localisation d'un programme, et non pas en fonction de la taxe foncière, de la taxe professionnelle pour l'un ou pour l'autre. Il y a des programmes, si vous voulez, qui sont emblématiques, qui, localisés à tel endroit, ont plus d'effet, comme je l'ai dit, qu'à un autre endroit. Ces décisions relèvent de la ville vue comme bien commun, parce qu'il faut quand même le rappeler, dès qu'on s'interroge sur la ville, la condition, c'est de considérer que la ville est un bien commun, la ville comme bien commun, et donc, je dirais, de décider dans le sens de bien commun que tel programme emblématique financé doit avoir lieu là plutôt que là, par exemple. C'est sans cela, si vous voulez, sans cela, effectivement, nous continuerons, nous architectes, à faire de l'animation culturelle dans les salles de conférence, nous continuerons à parler, et pendant ce temps-là, les grues vont continuer à opérer. En ce moment, il y a 3 grues qui sont en train d'apparaître à tel endroit, et ça continue. Et ça fait 20 ans que ça continue. Je ne suis pas le seul à parler de la ville, il y en a beaucoup qui en parlaient. Il va bien falloir à un moment donné qu'on arrête, je dirais, de réfléchir, et pendant ce temps-là, il y a des permis de construire qui sont déposés, il y a des grues qui montent, ça va très très vite. C'est pour ça que la notion de stratégie, aujourd'hui, et puis je pense qu'on doit, se poser la question, est-il encore possible de maîtriser, si vous voulez, cette ville par les formes urbaines, par l'architecture, et quels sont les outils qu'on peut se donner. Moi, j'en ai proposé quelques-uns, mais la question est ouverte. Encore une fois, ce n'est pas une doctrine. Mais tout ça, si vous voulez, ça repose la question de ce qui se passe en amont, je dirais, de l'architecture, des conditions, si vous voulez, de décision. Mais justement, comment est-ce que, sans se paralyser complètement... Ah oui, pardon, oui. Oui, je suis là. Sans se paralyser complètement, comment est-ce qu'on peut concilier les grands programmes ou bien l'évolution un petit peu
non maîtrisé de la ville, comment est-ce qu'on peut le concilier avec la connaissance de la ville, cette connaissance qui est très lente, la ville, on la redécouvre sans arrêt, on ne prétend jamais la connaître parfaitement, et comment arriver à comprendre ou à concilier ces actions rapides avec le tissu social urbain, comment apprécier la façon dont ce tissu reçoit ces impacts et comment, en quelque sorte, en apprécier la conséquence sur le tissu. Bon, c'est une question effectivement, comment dirais-je, qui mériterait un long développement. Mais comme je l'ai dit au début de cette conférence, il y a un postulat. Soit nous croyons encore que l'architecture est la partie et le tout de la ville, c'est-à-dire qu'elle a un lien, et qu'elle a un lien, je dirais, d'effet, si je peux dire, à court terme, à moyen terme. Et dans ce cas-là, ce lien doit être pensé dans la conception architecturale, dans sa localisation, dans sa programmation. Soit nous ne le pensons pas. Moi, je pense, si vous voulez, que, que la forme architecturale, de fait, en observant, elle en a un. Il est hors contrôle, peut-être, mais il s'agit peut-être d'engager, J'ai fait une suggestion, vous l'avez entendu. L'histoire de la ville et de l'architecture, comme histoire des programmes, est à faire. Nous pourrions observer beaucoup de choses. C'est une action, je dirais, vivante de la part, de la part de l'histoire. L'histoire des techniques a été faite. Je pense que l'histoire de l'architecture de la ville, du point de vue technique, a été faite. Je pense que l'histoire de la ville, depuis le point de vue, n'est pas encore faite. Oui, Antoine Parent, architecte. Tout en intégrant un peu cette dimension de remise en question permanente qu'engendre un peu une pratique, vous parliez, au titre peut-être d'une continuité qu'on pourrait trouver, de faillite de l'urbanisme. Est-ce que, en faisant, par exemple, le constat que vous utilisez des éléments d'ensoleillement naturel qui sont à l'heure actuelle, effectivement, peut-être vous parliez d'histoire de programme, à l'origine du programme qui s'est voulu à une époque fondateur, si vous voulez, de règles minimales d'ensoleillement naturel pour tous les logements. Est-ce que dans une forme de continuité, je dirais, de démarche qui ne se voudrait pas, dans le sens global, se présenter comme une vérité, mais comme une part de vérité, si vous voulez, comme existant à l'heure actuelle dans les démarches d'urbanisme, ce qui existe comme règlement d'urbanisme, est-ce que par rapport à ce qui pourrait être restitué au niveau du quotidien pour les architectes, si vous voulez, vous ne pensez pas que, effectivement, ces démarches qui, depuis le XXe siècle, sont liées à l'hygiénisme et donc aux problèmes de l'enseignement naturel qui sont à l'heure actuelle dans nos fameuses cités qui posent des problèmes, sont un élément qu'il faut considérer peut-être au droit d'un présent des choses futures, si vous voulez, comme étant un élément de permanence. Oui, je pense qu'en tout cas, je pense que la relation à la nature, que je l'ai dit, est bien sûr une question permanente. Ceci dit, l'idée de nature, elle change. Elle change selon les cultures, elle change aussi selon l'histoire. Je veux dire, au XVIIIe siècle, il ne fallait surtout pas être ensoleillé, si je peux dire. Même que les femmes se peignaient les veines avec du bleu pour montrer qu'elles étaient jamais sous le soleil. Donc, je veux dire, le rapport, l'idée de nature, elle change. Comme les relations entre la nature et la culture, elles changent, n'est-ce pas? Mais puisque vous citez le XXe siècle, moi, ce que je note dans le XXe siècle, parce qu'à un moment donné, il faut bien ouvrir d'autres questions, si vous voulez. Ce que je note dans le XXe siècle, c'est qu'effectivement, il y a la notion d'utopie, la notion d'utopie qui me semble, oui, on peut dire que c'est la fin des utopies. 2, c'était des conceptions de ville totalement statiques. Vous prenez une ville comme Chandigarh, que j'ai un peu étudié avec des étudiants, c'est une ville magnifique, certainement un des grands monuments, si je peux dire, de l'urbanisme du XXe siècle. Mais
le plan était comme ça, la perspective était comme cela, les gabarits étaient comme ça, c'était arrêté. Donc, la vision utopique, si vous voulez, arrêtait dans le temps, si vous voulez, d'une certaine manière, la forme des villes. Elle n'arrêtait pas dans le temps dans sa construction, mais en tout cas, la fin, si vous voulez, la forme finale était arrêtée. Que ce soit Le Corbusier, que ce soit Hilbersheimer, que ce soit, bref, tous ceux qui ont conçu des villes, voire même, je dirais, les architectes qui ont des formes urbaines plus comme le Doubs, bon, c'était des formes totalement, comment dirais-je, complètement arrêtées. Or, l'histoire nous l'apprend, ça ne s'arrête pas, ça se bouge, ça se transforme. Ça se transforme à l'intérieur et ça se transforme par rapport à des flux extérieurs. Des flux de réseaux, des flux économiques, des flux sociologiques, etc. La ville, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier constat. C'est que ça, si vous voulez, cette notion de temps arrêté, je dirais, comment dirais-je, ça ne fonctionne pas. Donc pour, encore une fois, je pense que la notion de morphogénèse est un chantier très très intéressant, de comprendre la ville comme cela, de se la représenter comme ça, de se la représenter comme un phénomène, que celui-ci ne peut pas être d'un point de vue paysager vu à 1m70, voilà, je reviens là-dessus, que peut-être il faut s'orienter vers, parce que c'est justement que je dirais, c'est hors contrôle, ça nous apparaît impossible qu'il faut s'y attarder, et que historiquement, on voit bien, si vous voulez, que chaque époque, au fond, s'est donné les outils de représentation selon les connaissances de l'époque qu'il avait, selon ses propres connaissances, ses connaissances de la géométrie aussi, cela, pour se représenter la ville. Nous, aujourd'hui, nous avons des outils et des connaissances, et des outils comme la modélisation et des connaissances, si vous voulez, qui nous permettent de nous la représenter autrement, pas pour la représenter autrement, mais pour répondre à ces questions. Donc voilà, c'est le premier aspect. Et par rapport à cette idée de nature, moi je pense, si vous voulez, qu'une autre chose qui diffère par rapport à ces exemples que vous citez, c'est qu'aujourd'hui on intervient un peu sur un terrain vierge. C'est fini le beau bâtiment sur un site à la Neutra, c'est terminé. Aujourd'hui on intervient, à droite, à gauche, c'est totalement occupé. Et deuxièmement, il y a des chantiers en cours et des projets en cours. C'est-à-dire que l'urbanisme sur un terrain vierge, même ville nouvelle, où on commence comme ça, le chronomètre qui commence et puis c'est fini. Aujourd'hui, on interviendra dans des endroits où ça bouge tout autour. De façon visible, il y a le chantier, de façon invisible, il y a les permis de construire qui sont engagés. Et enfin, je dirais que l'état naturel, il est très très imbriqué maintenant avec l'état construit. J'aurais pu vous montrer, mais on voit bien, si vous voulez, qu'il est très très intriqué, la vie même de la nature. Et la nature, ça bouge, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, c'est ce que je disais, il me semble que, comment dirais-je, qu'en tout cas, c'est pas quelque chose à la Rousseau, vous voyez, par la nature. Je pense que ces repères par rapport à l'histoire à faire, à l'histoire en cours, même l'histoire contemporaine, celle qui a lieu aujourd'hui, si vous voulez, ces repères-là, c'est important. Ça situe quelqu'un, si je peux dire, dans la ville comme un milieu physique, si vous voulez, et social, et je pense effectivement que la relation à la nature est un élément, comment dirais-je, important, mais qu'on ne peut plus la penser ni en termes arrêtés, ni en termes de dissociation culture et nature, etc. Il faut partir de l'état des choses, et pour partir de l'état des choses, il faut engager des représentations différentes, car ces représentations créent un point de vue, et c'est de cette manière qu'une représentation, c'est déjà un projet. Tant que l'on continuera à se représenter la ville d'un point de vue visuel, carte postale, film, etc., c'est-à-dire 1m70, je pense qu'on est encore sur les traces du XIXe siècle, c'est-à-dire du tableau romantique. Diego Rodriguez, architecte. Il y a quelques années, on travaillait avec une consoeur pour la conception d'une maison. Et donc, elle avait tellement de mal à fixer la position des choses qu'elle voulait mettre des roulettes partout. Les tables avaient des roulettes, les WC avec des roulettes, les éviers aussi, de façon à pouvoir changer au fur et à mesure qu'on changeait et qu'on voyait les choses différemment. Et donc, c'était difficile de définir ce qui était une salle à manger, ce qui était une cuisine, etc. Ne croyez-vous pas que lorsqu'on travaille en pensant que les choses peuvent changer, et en effet, elles vont changer, on risque de finalement ne plus savoir quoi faire, puisque tout peut devenir arbitraire et qu'il ne faudrait pas pouvoir fixer
quelques traits qui définissent un schéma, tout en gardant une certaine flexibilité dans les choses mais il faut avoir des convictions et il faut pouvoir savoir où on va. Je pense que le problème aujourd'hui c'est un problème bien sûr très, très vaste dans les banlieues, tous ces problèmes d'actualité, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi faire. Le pouvoir politique ne sait pas quoi faire, ceux qui nous gouvernent deviennent presque s'auto-réduisent au rôle d'un commercial lorsqu'on parle de la maison à 100 000 euros, comme si le problème de logement n'était qu'un problème de fric. Et finalement, il y a un vide idéologique des idées qui nous permettent d'agir. Bon, je crois avoir fait quelques suggestions quand même pour devenir PPE. Je pense que d'abord, il ne faut pas être pessimiste. Encore une fois, je l'ai dit et je le répète, l'histoire nous apprend que les villes ont toujours été en crise, qu'il y a eu toujours des situations critiques, donc il ne faut pas non plus, vous voyez. Par contre, il faut être prêt, effectivement, je pense, encore une fois, je le répète, à reprogrammer, si vous voulez, cette ville, peut-être encore une fois avec tous les outils d'urbanisme qui sont un peu différents. Maintenant, je l'ai montré aussi, je dirais, il n'y a pas d'un côté l'architecture ancrée, puis d'un côté l'architecture sur roulette. Je pense que la diversité des programmes nous amène des architectures très stables, des architectures dans la durée et des architectures beaucoup plus éphémères. Bon, voilà, même le Palace, voilà, ça durait 2 ans, point final. Vous voyez, c'était un feu d'artifice comme ça dans Paris, et puis 2 ans après, ça s'est déplacé ailleurs. Il y a même comme ça des points d'énergie qui se déplacent. Il n'y a pas seulement les roulettes, des programmes se déplacent. Il y a des programmes qui durent et puis des programmes qui se déplacent, si vous voulez. Non, moi je pense, si vous voulez, que, par contre, si vous voulez, comment dirais-je, que, encore une fois, je vous donne un exemple simple, qui est un peu personnel, mais je pense que, comment dirais-je, je pense que le fait d'ancrer, si vous voulez, par exemple, à l'inverse, si vous voulez, comme pour le Palace, c'est plutôt, comment dirais-je, à l'inverse, il y a des bâtiments qui doivent être assez ancrés. Moi, je pense, par exemple, qu'une école doit être très ancrée. Je vais vous en dire la raison. Je viens d'un milieu populaire. Les écoles de la République, comment dire, que j'ai connues, c'était des écoles très austères, très strictes, mais qui signifiaient réellement qu'ils allaient nous arracher la condition et qui nous allaient donner, vous voyez, une chance de s'en sortir. Je pense que s'il n'y a pas un projet d'école programmé clair, vous voyez, et deuxièmement, il ne s'agit pas de revenir à cela. Mais ça ne peut pas être. Je pense qu'une école, ce n'est pas simplement une question de liberté d'expression d'un auteur. Je pense qu'une école, et les conditions sont très différentes. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui est en banlieue, vous voyez, avant à Paris, on était dans une chambre de bonne, dans un immeuble haussmannien, on rencontrait des milieux différents. Vous voyez, là, ils sont complètement isolés, il n'y a plus de rencontres. Mais je pense que l'école, par exemple, qui est quand même un repère formidable, si vous voulez, pour juger d'une situation sociale et politique. Est-ce que quelqu'un qui vient d'un milieu modeste peut s'en sortir ou non? C'est par l'école. Eh bien, sa localisation, sa forme et l'ancrage symbolique de sa valeur exprimée, c'est-à-dire le projet d'école, si vous voulez, eh bien, me semble une chose importante, par exemple. Je ne dis pas qu'il s'agit de revenir, comment dirais-je, aux écoles. Je pense, si vous voulez, c'est valable pour l'architecture comme c'est valable pour les diplômes que nous donnons. Je pense que les diplômes d'architecture, allons jusqu'au bout, je pense que les diplômes d'architecture ont une valeur relative. Or, un diplôme doit avoir une valeur. Parce que sinon, quelqu'un qui vient d'une couche modeste ne s'en sortira pas. Ce sera le jeu des relations ou les grandes gueules. Alors, soit on rentre là-dedans, soit on ne rentre pas là-dedans. Mais vous voyez, comment dirais-je, par exemple, quand j'ai fait l'école d'architecture de Bretagne, j'ai tenu beaucoup à ce que la salle où on remette les diplômes soit une salle un peu protocolaire. Pour ça. Mais beaucoup pensent que ça va être beaucoup plus sympa, vous voyez, que ça va se passer comme ça, que la famille qui ouvre le bouton de champagne avant, voilà, et que c'est une sorte de, comment dirais-je, que c'est joué.
Mais encore une fois, il faut avoir un projet d'école, vous voyez, le programmer, et ensuite, nous, architectes, on le mettra en forme. On ne fera pas ça tout seul. Il peut y avoir à côté des choses, plus mobiles. Voilà, peut-être même qu'il y a des programmes qui peuvent avoir de fortes portées symboliques qui soient mobiles. Il y a eu des trains comme ça, vous voyez, même dans l'histoire, qui étaient, des trains, qui passaient là et là et là et qui donnaient des messages. Bon, voilà, il peut y avoir, c'est pas une question, d'ancrage ou de pas d'ancrage. Là, je n'ai pas voulu parler de toute l'architecture, simplement, c'est une lecture dont j'ai pris quelques points, donc je m'arrête à ces points-là. Je ne vais pas brasser tous les aspects de l'architecture sur ce qui est stable, instable, mobilité, c'est pas ça. On peut prendre encore 2 ou 3 questions. Oui, Pierre Pinon, tu as dit 2 fois que la ville avait toujours été en crise. Je ne suis pas du tout persuadé de ça. Je pense qu'il faut distinguer 2 sortes de crises. Il y a des crises circonstancielles et des crises structurelles. Je pense que jusque, disons, au début du XXe siècle, la ville, évidemment, a toujours connu des crises circonstancielles. Un certain nombre d'événements qui l'ont perturbée, mais qu'elle a toujours surmonté. Par contre, je pense que depuis un siècle, depuis le XXe siècle, qui pourtant se veut le grand siècle des villes, le grand siècle de la croissance urbaine, la ville est dans une crise structurelle. C'est-à-dire que même quand il y avait des destructions, des dépeuplements, des besoins de reconstruire, on savait le faire. Et mon impression est que depuis un siècle, finalement, on ne sait plus faire la ville. C'est un peu grave ce que je dis, mais c'est vraiment une impression profonde que j'ai. Et la preuve, je crois, c'est qu'on critique aujourd'hui les cités. La critique est tout à fait unanime de critiquer cet urbanisme qui s'est pratiqué à partir du milieu du XXe siècle. Mais finalement, on ne sait pas faire mieux. On ne sait pas faire mieux aujourd'hui. On améliore à la marge dans certains quartiers, avec des idées, par exemple, comme celle de l'îlot ouvert. Mais on ne change pas fondamentalement le fond du problème. Et je pense qu'on est, depuis un siècle, dans une crise structurelle et qu'on ne parvient pas à surmonter parce qu'on ne sait plus faire les villes. Bon. Moi, je vais te dire 2 choses. La première, c'est que, comment dirais-je, j'ai donné des exemples de situations critiques. Les opérations d'Haussmann, ça a été une réorganisation sociologique, on le sait très bien, bon, pour la bourgeoisie, etc. Il faut voir les chantiers d'Haussmann, quoi. On ne peut pas dire que ça n'a pas été une situation critique. Ces démolitions, ces grands tracés, les sols qui ont été... Attends, je termine. Les sols qui ont été transformés. Il faut voir les chantiers, il faut voir l'économie qui est là-dedans, il faut voir tous les gens qu'on a déplacés. Enfin, la Révolution française même, je dirais, c'est les édifices de la monarchie religieuse, etc., qui ont été, bon, je veux dire, l'histoire des villes a toujours rencontré, je dirais, des situations critiques. C'est le principe de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un moment donné, on attend, une goutte d'eau, puis à un moment donné, ça déborde. Et à un moment donné, et le tas de sable qui était comme ça, tout d'un coup, il prend une autre forme. Voilà, il y a un changement d'état. La ville, c'est comme un phénomène physique comme un autre. C'est qu'à un moment donné, il y a un petit truc de plus, et je ne suis pas en train de donner raison par raison, c'est pas ça, je regarde le phénomène, et à un moment donné, il y a un changement d'état. Et la ville a connu des successions de changement d'état. L'histoire de la ville, il ne faut pas dire que c'est une situation critique. Tu regardes même l'avenant, le traité les ouvrages de l'avenant que tu connais mieux que moi, tu remarques qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Il dit, voilà, dans l'histoire des villes, il y a eu à un moment donné, le pouvoir politique royal qui s'inscrit, je dirais, avec une fortification, puis tout d'un coup, hop, le pouvoir religieux met un peu plus loin un monastère. Ce monastère engendre moins d'impôts, donc des habitations commencent à être faites autour du monastère. Donc tout d'un coup, on a 2 pôles. Entre ces 2 pôles, tout d'un coup, il y a quelque chose de très chaotique qui se met en place. Et tout d'un coup, crise, on refait une fortification d'ensemble pour réunir le tout et le contrôler économiquement. Et, comment dirais-je, on crée une grande avenue qui trace directement du monastère de Fort. Ça ne s'est pas fait, comment dirais-je, on ne peut pas dire que ce n'a pas été des situations critiques. Ce qui a changé, c'est qu'on n'imagine pas aujourd'hui, évidemment, je dirais, des opérations autoritaires, je dirais, dans ce sens, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Les notions d'extension n'existent plus, puisqu'on l'a dit, ça s'organise sur place. Et
je voudrais dire une conviction, c'est que je pense que chaque époque doit inventer sa manière de faire la ville. Entre Camillocite et Haussmann, il y a un monde. Pourquoi notre époque ne peut pas... Voilà. Ensuite comme tu le sais, moi je suis très attaché, si tu veux, par exemple, à cette ville comme Paris, qui est une ville magnifique, comment dirais-je, que tout le monde regarde, si vous voulez, avec ses édifices, etc. Une architecture que dirais-je qu'il faut aimer, tout simplement. Mais mais ça fait, franchement, ça fait moi 30 ans que j'entends dire, qu'on me dit, voilà, qu'on entend, la ville, c'est pas comme ça qu'il faut la faire. Et pendant ce temps-là, pendant ces 30 ans, la ville a continué. La ville que se représentait quand j'ai eu mon diplôme, c'est-à-dire au début des années 70, la ville telle qu'elle était, et ce que j'ai montré sur Plaine de France, ça s'est fait en 30 ans. C'est 30 ans. Ça va très très vite. On ne peut pas revenir en arrière. Ça s'est fait en 30 ans. Et ça s'est fait en 30 ans où, effectivement, on s'est dit, la ville, il ne faut pas la faire comme ci, il ne faut pas la faire comme ça. Je suis obligé de constater qu'on s'est trompé, qu'on s'est trompé, et comme je l'ai dit dans l'introduction, ce qui compte maintenant, c'est l'action. Et qu'on doit faire avec. Pardon, mais avec tout le respect, si tu veux, pour ta position, mais je n'approuve pas le fait qu'on puisse dire qu'on ne sait plus faire la ville. Qui sous-entendrait qu'il faudrait reprendre des outils des périodes précédentes. Nous devons inventer nos propres représentations, nos propres outils pour, comment dirais-je, cette notion, par exemple, de morphogénèse des villes, elle n'est pas nouvelle. La seule chose, c'est que maintenant, nous le savons. Alain Marinos, et puis... Oui, Alain Marinos. Oui, tu as dit que nos outils sont inadaptés et tu as développé le problème dans le domaine de l'urbanisme. Mais sans trop poser ou avec beaucoup de pudeur, parler du problème posé par les outils du patrimoine. Alors j'aimerais savoir ce que tu penses de notre arsenal de lois de protection du patrimoine. Je pense que je vais répondre par... N'y voyez pas une esquive, mais je vais répondre par une question, à mon avis, que les institutions concernées par le patrimoine doivent se poser. Quelle sélection va-t-on faire dans le patrimoine? Parce qu'on a conservé les monuments, puis après on a conservé des quartiers, après on conserve comment dirais-je, des régions. À cela s'ajoutent des forces de conservation, on va dire, liées au sentimentalisme, en tout cas associatif sur certains quartiers. Donc on est en train de tout conserver, de tout conserver, de tout conserver. Je pense, si vous voulez, que par exemple, dans des cas très très précis, parce qu'encore une fois, il faut être précis, ce n'est pas un peu général, où on désigne des interventions d'urgence pour la ville stratégique, se posera la question de la démolition. Ou se posera la question de la relation à l'histoire. C'est quand même formidable, comment dirais-je, qu'aujourd'hui, une question qui est totalement esquivée, c'est quelle relation avons-nous avec l'histoire? On est en train de tout conserver, comme des hamsters, d'une certaine manière, mais à un moment donné, il va bien falloir énoncer une relation à l'histoire, il va bien falloir, à un moment donné, sélectionner. Alors, de deux choses l'une, il y a un carrefour. Soit on ne sélectionne pas et on esquive cette question, soit on rentre en matière et on commence à réfléchir là-dessus. Et le chantier, évidemment, il est dur, et le chantier est difficile. Mais à ces principes de conservation qui s'étendent, et je dirais à cette autre pièce de monnaie où l'architecture, on va dire, contemporaine entre guillemets, s'ajoute de façon additionnelle comme valeur patrimoniale, je ne vois pas comment la ville conçue comme une forme vivante, et elle va bouger et elle va changer, elle peut se transformer pour répondre à son but premier, la vie. Voilà ce que je pense. Ma question, une des questions que je me pose, et je ne sais pas encore comment la prendre, je pourrais être franc, mais je sens qu'elle est essentielle, c'est quelle sélection on fait dans le patrimoine. Je pense, si vous voulez, que moi, je suis, si vous voulez, on peut aller, comment dirais-je, on peut aller, mais je crois que c'est très très lié à la manière dont on se représente aussi les choses, je pense, vous voyez.
Par exemple, quand on veut conserver quelque chose par sentimentalisme autour, c'est au fond pour maintenir un cadre, pour maintenir, on va le dire, des privilèges. Parfois, pour ceux qui résident, vous voyez, mais je ne vois pas pourquoi, à l'inverse, le patrimoine ne peut pas s'engager, je dirais, de façon vivante, si vous voulez, dans les pensées que j'ai énoncées. Je ne vois pas pourquoi il serait toujours, d'une certaine manière, pourquoi on le borderait dans une notion passive. J'ai montré, par exemple, sur la notion de l'arc lémanique, une chose qui est quand même très particulière. On va dire que tout ce qui est stable, en tout cas dans les grandes valeurs reconnues patrimoniales, naturelles, éléments naturels ou éléments construits, et avec les réseaux, c'est une structure en soi, c'est une forme de ville en soi. À partir de là, elle peut avoir à partir de là, si on commence à conceptualiser l'instabilité par rapport à la stabilité, hein, c'est ces deux couples dans la formation d'une ville, je dirais le patrimoine peut avoir un rôle actif. Je pense que le patrimoine doit entrer en matière dans la formation des villes. Voilà ce que je pense, et que je n'ai pas la prétention de répondre à, comment dirais-je, à toutes les questions que ça va poser, mais j'en fais entrevoir quelques-uns. Encore une fois, je m'arrêterai là, si vous voulez bien, aujourd'hui. J'ai voulu faire cette lecture pour des étudiants. Je n'ai pas parlé de patrimoine et d'architecture contemporaine. J'ai employé deux mots très précis qui sont la formation, une forme qui se crée. J'ai parlé, je peux dire, de protection. Je pense que, après on peut penser que c'est du rêve ou non, mais je pense que ces deux termes, en tout cas, l'observation en tout cas des formes de la vie, si vous voulez, nous apprennent qu'elles sont liées dans une dynamique, si vous voulez. Je ne vois pas pourquoi il en serait autant pour les formes des vies humaines. Je souhaite m'arrêter là maintenant, si vous permettez.